Aujourd'hui, je vous présente comment vous faire une trousse de couture qui peut être bonne pour le 18e et le 19e siècle. Tout d'abord, on va faire la différence entre quelque chose qui est documenté et décorum. Quelque chose qui est documenté, on peut prendre par exemple cette bobine de bois. C'est-à-dire que sur des tableaux d'époque, dans les objets de musée, on peut retrouver des bobines identiques à celle-ci. Si on parle de décorum, on peut y aller avec cette paire de ciseaux qui, bien qu'elle ne soit pas une copie identique d'une paire de ciseaux qu'on peut rencontrer dans un musée ou sur un tableau d'époque, néanmoins, sa forme, son style, ses matériaux correspondent à ce qui aurait pu être plausible pour l'époque. Le premier article qu'on va regarder ensemble, c'est notre boîte, notre trousse dans laquelle on va mettre nos accessoires de couture. Bien sûr, on peut avoir une reproduction ou une cassette originale comme on a ici. Ensuite, on peut avoir des petites boîtes de bois toutes simples comme ça ici, qui ont été peintes avec des couleurs plausibles pour l'époque. Oui, c'est décorum dans le sens où les peintures ne sont pas des reproductions, l'assemblage aussi, mais néanmoins, ça donne une très belle apparence. Encore, on peut avoir des boîtes de carton. Donc, c'est vraiment un carton qui a été recouvert de lin blanc avec un ruban bleu, comme on en voit sur certains tableaux représentant des marchandes de mode. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser pour faire une trousse de couture? Ça peut être un compromis très acceptable pour le 18e siècle. Bien sûr, il y a aussi les pochettes de tissu, si on en a une en velours doublé de lin. Encore là, on en retrouve pour mettre des ouvrages sur certains tableaux du 18e siècle et ça peut être tout à fait plausible aussi pour le 19e. Pour notre fil, qui soit à broder ou à coudre, les bobines de bois, plus grosses, plus petites, sont tout à fait appropriées. Il y en a de diverses sortes, autant au 18e qu'au 19e siècle. C'est un excellent choix. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit dans l'art du brodeur au 18e siècle que les bobines choisies pour faire un ouvrage sont enfilées sur un cordon, un ruban que l'on peut suspendre sur le rebord du métier à broder, ce qui est vraiment très pratique. Ensuite, un classique aussi, c'est le petit écheveau comme ça qui est bon autant pour le 18e que le 19e siècle. Je sais qu'il existe aussi toutes sortes de petites formes artistiques en os, en ivoire, en bois sur lesquelles on peut enrouler les fils. Donc finalement, c'est un peu ces écheveaux-là qu'on voudrait pas garder, qu'on va enrouler manuellement sur ces espèces de petits supports-là. Pour vos aiguilles et vos épingles, il existe bien certainement la possibilité de se faire des petites pelotes comme ça. Ici, j'en ai une plus chic avec un ruban et réalisée en taffetas de soie. Celle-là ici, très rustique, simplement en lin jaune. Les deux sont bourrés avec de la laine non filée, mais ça pourrait être aussi des restants de tissu là, que vous effilochez. Il y a aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelait des aiguillés. Donc, à l'époque, il y en avait vraiment des très chics. Là, ils pouvaient être quasiment des bijoux tout ornés. Mais néanmoins, là,
un aiguillet en bois comme ça ici, là, ça fait très très bien son office. Il y a aussi celui-là qui est un peu plus décorum, un peu moins raffiné, mais qui peut quand même là, très très bien dépanner pour ranger ses épingles. Ici, je vous présente 3 modèles de ciseaux. Celui-là serait vraiment le plus ancien. J'aurais plutôt le goût de l'utiliser là, pour 17e siècle et avant. Celui-là peut très bien faire pour le 18e siècle. Et celui-là, si vous voyez, là, c'est comme un petit oiseau. Ça, c'est vraiment là, très, très courant au 19e siècle. Ici, j'ai un ensemble petits ciseaux qui est très bon autant pour le 18e que le 19e siècle. Donc, ciseaux et pelotes qui sont chacun montés sur un long ruban que l'on va attacher au cordon du jupon ou du tablier en 1750. On voit ça sur certains tableaux. Donc, historiquement, ça existe, mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas porter ça tout le temps à tout acabit. Il faut savoir que c'est des outils de travail. Donc, par exemple, si une dame s'en va prendre une marche, s'en va travailler, nettoyer son poulailler, probablement qu'elle n'apportera pas ça après son tablier. Donc, toujours réfléchir pourquoi j'ai ça, dans quel contexte je le porte. Historiquement, les épingles droites au 18e siècle, c'était du fil de fer qui était comme enroulé, si on veut, pour faire la tête qui était ensuite écrasée. Le problème, c'est que la plupart des reproductions qui sont faites comme ça aujourd'hui sont peintes trop grosses, les têtes sont énormes. Donc, en bout de ligne, même si la technique de fabrication est plus historique, le résultat l'est pas. Donc, dans ce temps-là, j'aime mieux dire aux gens, ben prenez des bonnes épingles droites, là, régulières de couturière comme ils se vendent. Au moins, ça a la finesse de celles qu'il y avait à l'époque. Et ensuite, bien sûr, là, au courant là, de l'industrialisation, au courant du 19e siècle, éventuellement, les épingles là, telles qu'on les connaît aujourd'hui, là, avec la tête écrasée, vont devenir la norme. Pour celles qui aiment coudre avec un dé, le plus rustique des dés, c'est bien sûr un dé en bois. Sinon, dans les dés en métal, à l'époque, bien sûr, il y avait plusieurs sortes de métaux, de l'argent, de l'or, du cuivre, mettez-en. Donc ça ici, c'est un exemple là, qui est très, très décorum, très, très bon. Ici, j'en ai un qui est comme en émail. Ça pourrait passer aussi, parce qu'il y en avait des ornés, dépendamment de l'époque. Donc, regardez les collections dans les musées aussi, dépendamment que c'est au 18e ou au 19e siècle, des fois, certains peuvent passer plus que l'autre. Celui-là, par exemple, il est vraiment à éviter. Si vous regardez, là, il est comme tout strié, moderne. Là, il n'y a vraiment pas le même aspect là, que celui-là ici. Fait que ça serait vraiment à proscrire autant pour le 18e que le 19e siècle. Bien sûr, on peut compléter sa trousse avec d'autres éléments, comme par exemple ici, j'ai un petit poinçon là, qui va servir à percer le tissu, à écarter les fils du tissu en vue de faire des œillets. Et ici, on a un passe-galon en argent, donc on passe le galon ici donc pour enfiler. Les deux sont tout à fait bons, 18 et 19e siècle. On a aussi des blocs de cire d'abeille parce que des fois, là, il y a certains fils que c'est bon de les passer à la cire avant pour éviter qu'ils s'en mêlent et puis qu'ils fassent trop de peluche.
Pour le 19e siècle, on a le fameux petit oiseau qui est comme une petite pince là qu'on va visser à la table. Donc, et puis il y a une petite pelote après. Donc ça, je le prendrais pas pour le 18e siècle, mais pour le 19e siècle, pour faire certains ouvrages, là, ça peut être un petit accessoire intéressant. Un autre article intéressant à avoir quand on fait de la couture, c'est un tablier qui va être soit de taffetas de soie ou de coton glacé noir. Alors, pourquoi taffetas de soie ou coton glacé? C'est que c'est des tissus qui sont très lisses. Donc, toutes les petites mousses de tissu, de fil vont vraiment être plus faciles à retirer que si vous avez un tablier de lin, de laine, de coton régulier. Et aussi, le fait qu'il est noir. Si on échappe un fil, une aiguille, une épingle, c'est vraiment plus facile à retrouver. Donc, j'espère que ce que je vous ai présenté ici vous permettra de vous construire une trousse de couture décorum ou même très historique et documentée en fonction de ce que vous pourrez trouver chez les fournisseurs. Et puis, ben, bonne couture!